Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Il n'est jamais trop tard pour parler d'art. Nous recevons aujourd'hui un artiste multiple, un artiste aux talents multiples. Il est peintre, musicien, poète, et ses œuvres nous transportent dans un univers évidemment poétique et musical où le jeu de couleurs est très harmonieux. Expose très souvent à Londres et dans les expositions internationales. Nous recevons Alain Joséphine. Alain, bonjour. Bonjour, bonjour, Merci d'être avec nous sur ce plateau. avec plaisir. Alain, vous êtes diplômé de l'École des beaux-arts et des arts décoratifs de Bordeaux. Vous êtes aussi enseignant en arts plastiques. Vous donnez des cours à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Et vos travaux de recherche qui sont en cours portent sur le processus de création et, pour être précise, sur la phénoménologie du processus de création. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais bon, c'est un terme un petit peu barbare pour dire que simplement ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. La phénoménologie, c'est voir, analyser, étudier les phénomènes, donc ce qui se passe. Et donc, tout en peignant, j'écris souvent sur ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Et je me suis dit que tiens, ça pourrait être un thème intéressant pour comprendre les enjeux d'une pratique. Et laquelle? Ben, la pratique picturale. La vôtre, en tout cas. La mienne, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je l'ai dit en introduction, vous êtes à la fois poète, musicien, évidemment artiste, peintre, trois pratiques qui sont différentes. Comment vous les maniez? Est-ce qu'elles se correspondent? Est-ce qu'elles se répondent? Comment vous les Eh bien, pratiquez? oui. Pendant longtemps, j'ai voulu dissocier les deux. Il y avait la musique, la peinture, la poésie. Et puis, j'ai compris que finalement, c'est la même énergie qui lie toutes ces activités. Et en fait, j'ai organisé maintenant ma vie autour de ces trois pôles qui se nourrissent les uns les autres. Et en fait, au lieu de les catégoriser, de les segmenter, eh bien, ces activités deviennent des ferments pour les autres activités en tout cas. Donc en fait, je passe de l'une à l'autre avec l'énergie que me donne celle que j'ai laissée, et puis qui sert pour celle que j'entreprends. Donc elles se Elles nourrissent se nourrissent les unes les autres, voilà, les c'est unes ça. des autres. Alors si on se concentre sur votre travail pictural, comment a-t-il évolué au cours du temps, entre la fin de vos études et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des périodes? Comment vous Oui, oui, il y a en gros deux grandes périodes. À la fin des Beaux-Arts, j'ai beaucoup peint à plat, en fait, sur le sol, avec des grands... Bon, j'ai toujours fait des grands formats, c'est toujours sa chose, c'est par contre la chose qui n'a pas changé, mais des grands formats que je peignais au sol avec des balais. euh, et puis, donc, il y avait quelque chose de très lyrique, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de choses, d'accidents dans la peinture, de choses j'utilisais. Et puis, en l'an 2000, enfin, dans les années 2000, j'ai relevé le format. Et comme on le voit, quand on relève le format, ben, il y a les coulures qui sont apparues. Et c'est la chose la plus importante au niveau du changement, c'est qu'il a fallu faire avec ces coulures et elles montrent bien justement le changement des peintures à à plat plat? et des peintures pour lesquelles j'ai relevé le support. C'est ça. Alors, C'est le... votre peinture mêle, à la fois la gestualité, la fluidité, les coulures dont vous Oui. parlez, les recouvrements aussi. Elle oscille entre abstraction et représentation, un mélange qui nous trouble, en fait. Est-ce que, on peut dire que c'est un peu votre marque de fabrique? Ben, Est-ce que c'est une constance dans votre travail? c'est-à-dire que, en fait, je ne pense pas à tout ça quand je peins. Je ne pense pas à être fidèle à une marque de fabrique. Je peins dans l'idée d'être profondément ce que je suis, en fait. Et ça donne ça parce que, tout simplement, je pars à partir de cette réalité qui me traverse et le filtre de la personnalité, le filtre de la sensibilité fait que, sur la toile, eh bien, les couleurs apparaissent telles qu'on peut les voir. Et... et puis d'ailleurs, un artiste, ben, il chemine, hein, il chemine, Oui. les choses se font, se défont, et c'est ça qui fait le chemin, justement. Alors, vous avez parlé de la couleur. La couleur tient une place toute particulière. Vous avez, ce talent de savoir, de les rendre harmonieux, de les associer. Quel est le rôle de la couleur et comment vous arrivez à les manier? Mais la couleur, c'est très simple. Pour moi,
c'est une vibration. Comme le son, c'est des vibrations qui touchent l'âme des gens, qui touchent l'âme directement. Et à ce titre, je crois que je tiens, et c'est là, si on peut dire la marque de fabrique, je tiens de façon très, comment dire, très précise à savoir quelle couleur je mets ensemble. Le travail de la couleur, pour moi, c'est le travail prépondérant. Je prends un soin particulier à choisir mes palettes colorées parce que on ne peut pas donner à voir n'importe quoi. Ce que l'on voit, c'est ce qui nous touche. Donc, c'est pour ça que mes choix de couleurs sont importants. Et puis, deuxième chose, c'est que souvent, j'associe ces palettes de couleurs à des accords musicaux, en fait. Et quand je pense accords, palettes colorées, je pense à un enrichissement d'accords comme on enrichit un accord avec des 9e, des 11e, des 13e. C'est un peu le même fonctionnement. C'est ça, donc la musique vous inspire aussi pour associer oui. ces couleurs. Absolument. Absolument, à tel point que à certains moments, j'envisage même l'espace coloré comme un espace musical. Ouais. Ça me permet d'envisager le fonctionnement de la toile différemment. Quand je suis coincé, quand je vois les choses uniquement en termes d'espace, eh bien, je fais une sorte de split et je me dis, tiens, j'envisage la toile délibérément comme un morceau de musique. Et là, ça me permet de voir l'espace, de voir les rapports de couleurs complètement différemment. Alors, une autre dimension très importante, la nature qui est très présente dans votre travail, tout en se démarquant de la dimension illustrative Oui. de la nature. Et vous dites que vos souvenirs d'enfance au contact de la nature dans la campagne de Rivière-Pilote a été très important. Le lieu est pour vous une source d'inspiration importante? Oui, en tout cas, celui-là. Oui. Parce que j'étais livré à moi-même dans cette nature. Et pendant que les parents faisaient la sieste, moi, je ne dormais pas, je me baladais un peu partout. Et ce moment de la sieste entre midi et 15 heures, c'est une sorte de moment de silence où tout le monde va dormir. Mais moi, j'étais attentif à tout ce que je voyais, les oiseaux, la lumière, les contrastes, les couleurs. Et ça, je crois que l'enfance, c'est le moment où on est comme une éponge, on est inspiré par beaucoup de choses qui nous pénètrent. Et puis, plus tard, il y a cette espèce d'expiration. Et je crois que le moment de la peinture, c'est une sorte d'expiration continue de cette grande inspiration que j'ai prise quand j'étais enfant. Qui continue aujourd'hui toujours à vous inspirer? Oui, les peintures, c'est... Parce qu'il faut dire que je n'habite plus la Martinique depuis plus de 25 ans maintenant. Mais ce lieu-là, Régal, voilà, je suis en Guadeloupe, continue de m'habiter. Voilà. Donc, il y a une sorte de Régal mythique qui m'habite et qui est là, toujours présent. Mais en tout cas, ces sensations sont intactes, en fait. Et elles ont alimenté mon discours, elles ont alimenté mon vocabulaire parce que de ces sensations, je les ai transformées en choses que j'ai peintes. Les branches, les lianes, les fleurs, le vent, mais tout ça s'est transformé en un vocabulaire pictural que je remanie, que je réarticule pour créer ma propre réalité picturale. C'est ça. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des formats, effectivement, qui sont importants. Vous vous exprimez volontiers sur des grands formats, mais aussi sur des petits, notamment des dessins. Oui. Et donc, quel est votre rapport entre l'espace et ces formats qui sont soit à l'horizontale à l'époque et maintenant en vertical? En fait, le rapport à l'espace, ce n'est pas une coquetterie, hein, le choix des grands formats. C'est tout simplement, c'est que habitant, parce qu'on ne l'a pas dit, mais à Rivière-Pilote, j'ai habité sur un monde devant lequel il y avait le vide. Et en face de ce vide, il y avait un autre monde. Donc, j'ai vécu avec la présence du vide en face de moi, la présence du vide tout autour de moi. Et surtout avec une nature omniprésente où la présence du corps est, je veux dire, vraiment, comment dire, elle est singulière, elle est surtout entourée par cette nature qui est là tout le temps. Et donc, il me fallait trouver une façon d'exprimer cette présence du corps entourée de nature avec cette échelle, ce rapport d'échelle entre le corps et cette nature, ces grands arbres qui nous entouraient, et retrouver ce rapport dans les peintures. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que bon, j'ai beaucoup travaillé la terre avec mon père, on avait des bêtes, on avait des moutons, des cabris, enfin, des vaches et tout ça. Il fallait faire des piquets, enfin bref, il fallait travailler la terre. Et donc, le rapport à la terre, le rapport à la nature était d'abord un rapport physique. Oui. Et donc, dans le grand format, je retrouve cette façon d'organiser l'espace par la dépense physique. Oui. Ce que je ne retrouve pas dans les tout petits. Donc, le grand format est important pour moi parce qu'il me permet de retrouver cette dépense physique, cette façon de se coltiner la peinture, comme on se coltine
la nature aux Antilles qui est super puissante. Mais voilà, ce grand format me permet de retrouver ce rapport physique à l'espace. Dans le petit format, pour répondre à votre question, c'est un petit peu la même chose parce que autant dans le grand format, d'un seul grand coup de geste, de pinceau, je peux embrasser un grand espace, eh bien je retrouve ce même rapport à l'espace dans les petits formats où je peux aussi, avec un seul coup de crayon, embrasser tout l'espace de la feuille. Donc l'important, ce n'est pas tant l'espace, c'est le rapport d'énergie qui est délivré pour construire l'espace pictural. C'est ça. Tout C'est à ça. fait. Je vous propose maintenant d'écouter Dominique Berthet dans notre rubrique Parole d'expert qui va nous parler de votre travail. Alain Joséphine est peintre, musicien et poète. Ce qui caractérise les peintures de cet artiste, c'est l'indétermination entre l'abstraction et la représentation. Ces toiles peuvent s'apparenter à de la peinture abstraite, tout en suggérant aussi des paysages et des espaces. Nous sommes ici dans le registre de la suggestion ou encore de l'évocation et non dans celui de la figuration ou de la représentation. Ces peintures jouent donc sur cette ambiguïté et Alain Joséphine nous convie à une sorte d'expérience du trouble. Longtemps, il a peint en plaçant ses toiles au sol et en intervenant en situation de surplomb. Cette façon de procéder avait pour conséquence d'impliquer le corps tout entier lors de la réalisation. D'où un questionnement sur le corps, le geste, le mouvement, la relation particulière au support, d'où également un questionnement sur l'énergie du corps, une énergie convoquée. Le corps courbé entraîne une certaine relation physique avec le support, et à cette époque, Alain Joséphine peignait avec de la peinture à l'huile et également avec de l'acrylique, qui est une peinture à l'eau. L'horizontalité du support lui permettait d'utiliser une peinture fluide, une peinture assez liquide, et de réaliser des expériences que l'on peut considérer comme audacieuses, consistant à provoquer des réactions chimiques lors de la rencontre entre l'huile et l'eau. Cette transgression de la peinture classique permettait d'obtenir des effets d'éclaboussure très intéressants. La question du format est aussi posée dans sa peinture. Alain Joséphine peut peindre sur des formats divers, mais également sur de grands formats, des 2 mètres sur 2, voire davantage. Dans ces grands formats, ce qui est intéressant, c'est que ces peintures prennent d'autant plus de force. Elles sont redressées donc à la verticale et elles permettent alors au spectateur de s'immerger dans l'espace, de s'immerger dans l'univers de la peinture et ainsi de produire des chocs esthétiques. Ce qui est également interrogé dans ces peintures, c'est la question du point de vue. Selon le cas, nous sommes en présence d'une plongée ou bien d'une contre-plongée ou bien dans une situation frontale. Le regardeur a souvent le sentiment d'être placé au cœur de l'action et au cœur de l'espace. Ces peintures évoquent un lieu, un espace, un contexte. Elles informent aussi sur l'artiste lui-même. Par le passé, certaines peintures renvoyaient à un univers marin. Elles exprimaient le bouillonnement, le choc, le fracas, les éclaboussures. Et toutes ces peintures, y compris les plus récentes, disent la puissance du lieu, la force de la nature et son incontrôlabilité. Elles débordent d'énergie, de vitalité et de dynamisme. Ce que peint Alain Joséphine, c'est l'irréductible énergie du monde. Pour ce qui est des peintures les plus récentes, c'est-à-dire celles réalisées depuis 2023, Alain Joséphine a redressé le support, il ne peint plus à l'horizontale. Maintenant, les peintures sont toujours aussi diluées, mais
du fait de la verticalité du support, elle coule. Les traces de coulure participent de la composition et restent visibles. Alain-Joséphine n'utilise plus la peinture à l'huile, mais uniquement l'acrylique. Ses dernières peintures sont des réminiscences du lieu déterminant où il a passé son enfance, dans le sud de la Martinique, en pleine nature, en haut d'un morne. Il s'agit d'un quartier qui s'appelle Régal, quartier de la commune de Rivière-Pilote. Alain-Joséphine, dans ce contexte, eh bien, se situe dans ce que j'appellerais un ultra-lieu, c'est-à-dire un lieu rare, agissant et puissant. Les peintures d'Alain-Joséphine sont des invitations à la rêverie. Elles procurent des désirs d'immersion. Elles sont suggestives, incitatrices. Elles évoquent très librement des émotions éprouvées au cœur de l'impressionnante vitalité de la nature. Dans ces peintures, tout vibre, tout donne le sentiment de légèreté et de mouvement. Les peintures d'Alain-Joséphine sont une ode au lieu, plus spécifiquement à ce lieu déterminant, Régal, fondateur, lieu matrice, une genèse gravée dans la mémoire de l'artiste, dont il restitue de toile en toile la force, la magie et le mystère. Alors Alain, parlons maintenant des influences qui vous marquent et qui accompagnent votre processus créatif. Je l'ai dit en introduction, vous êtes musicien. Donc je sais que la musique a un rôle tout particulier dans votre processus créatif. Quels sont les musiciens qui vous inspirent ou qui vous accompagnent? Alors, c'est pas les musiciens, c'est plutôt des musiques, surtout les musiques qui créent de l'espace, justement. Et donc, très petit, j'ai été très marqué par l'Oiseau de feu de Stravinsky, parce que c'est un musicien qui a écrit pour des ballets, en fait. Et donc, sur ces musiques, il y a des gens qui ont dansé, qui ont créé des... Et puis, très vite, Debussy s'est un petit peu imposé à moi, parce que... il a une façon de manier la matière sonore de façon très particulière. Et cette musique, elle aussi, crée des espaces, crée carrément des images. Et ça me touche énormément. Et cette musique, d'ailleurs, tous les modernes français, on va dire, au début du siècle, m'inspirent énormément. Mais Debussy a une place prépondérante. Pour vous inspirer. Oui. Alors, vous continuez à créer, à faire de la musique. Oui. C'est toujours au cœur de votre processus aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'il y a la musique que j'écoute et puis il y a la musique que je produis. Voilà, c'est pas la même chose. Je n'écoute pas ma propre musique pour peindre, par exemple. C'est une autre partie de la création. Oui, je continue à créer parce que, en fait, il faut pour exister, il faut créer. Voilà, tout simplement. Il faut... Saxophone. Voilà, je joue du saxophone, oui, Ouais. oui. Mais c'est ça qui me... J'ai toujours rêvé de cet instrument-là. Ça, en écoutant un album de Pink Floyd, que je sais pas, il y a un solo de sax qui m'a beaucoup touché. Et voilà, donc c'est un instrument que je ressentais déjà. Et puis, très naturellement, comme j'ai beaucoup chanté aussi, c'est le prolongement de la voix. C'est la même technique de respiration, la même technique d'émission du son. Donc, pour le saxophone, ça allait très naturellement. Je vous propose d'écouter un extrait d'un de vos albums.
C'est un album, un extrait d'un album que vous avez créé avec votre groupe en Guadeloupe, Oui, oui, qui s'appelle Iguanistet. Et qui date de quand? ça date des années 2000, on va dire. Oui. 2000, voilà. Et on est venu ici, on est venu faire le festival de jazz en Martinique. On a fait une petite tournée. Non, à l'époque, j'étais plus musicien que plasticien. Et c'est vrai que la musique, ça a été un grand moment. C'est un très beau grand moment. Alors, si on revient sur votre expérience plastique, vous avez aussi des artistes qui vous ont particulièrement marqué. Vous parlez souvent, vous faites souvent référence au peintre chinois Zhao Wuqi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pourquoi il vous inspire tant? Eh bien oui, parce que Zaoki, ça a été pour moi une sorte de révélation. J'ai compris que avec Zaoki, que contrairement à la pensée occidentale où le fait de déterminer un espace, on le fait par le dessin, par le trait en fait, Zaoki, lui, génère de l'espace rien qu'avec la puissance des couleurs en fait. Il n'y a pas de cerne dans son travail. Il y a simplement des couleurs qui se chevauchent, qui se côtoient. Et j'ai compris qu'on pouvait créer de l'espace, créer de la profondeur juste en utilisant la puissance des couleurs. C'est ça la première révélation que j'ai pu faire avec Zaoki. Ouais. Ouais. Et puis après, pour mes 50 ans, je suis allé enfin le voir. Il exposait au musée d'art moderne à Paris en 2000, il n'y a pas longtemps. Donc je suis allé voir et j'ai pu enfin voir les œuvres, peintures en face, ouais. les œuvres de Zaoki. Ouais. Il continue à vous inspirer toujours? Alors, un petit peu moins, parce qu'il y a une deuxième influence qui est beaucoup plus... enfin, les deux sont à peu près à part égale. C'est John Mitchell, Oui. qui est cette grande peintre abstraite américaine, mais qui est venue terminer sa vie à Paris, un petit peu dans les lieux de Monet. Et elle a un rapport à la nature qui est beaucoup plus évident, et surtout qu'elle peint des très, très, très grands espaces. Oui. Et en fait, ces deux peintres m'ont permis de comprendre qu'il faut toujours travailler à être libre, et de ne pas se limiter à aller encore plus en avant dans cette liberté que l'on doit chercher dans notre pratique. C'est l'enseignement, en tout cas, que j'ai tiré de ces deux artistes. Oui, la liberté se Ouais. retrouve bien dans vos œuvres, effectivement. Ouais. Il faut y aller, il faut avoir confiance, il faut aller toujours devant, ne pas regarder derrière, mais avancer vers cette quête de la liberté. Ouais. Alors, il y a une autre dimension que j'ai citée au début, c'est la poésie. Oui. Puisque vous êtes aussi poète, vous avez écrit un recueil de poèmes, Oui. Le monde d'en face. Qu'est-ce que la poésie vous apporte et comment vous la traduisez dans votre Mais la processus poésie, je vais vous dire créatif? qu'elle a été mon premier mode d'expression. Quand j'étais jeune, Les fleurs du mal de Baudelaire m'ont été mon livre de chevet pendant un bon moment. Et bon, c'était ma première façon d'exprimer. Quand on est à l'adolescence, on a beaucoup de choses à dire. Et ce que je revendique, en fait, c'est que le regard que je pose sur mon pays, sur les pays, enfin mon pays, mes pays, Martinique, Guadeloupe, Oui. c'est un regard éminemment poétique. Et c'est quoi un regard poétique? C'est un regard distancié. C'est un regard qui prend de la distance et qui essaie d'évoquer les choses, non pas les expliquer, mais qui essaie juste d'évoquer les choses pour arriver à cette petite délicatesse de ce qu'on appelle quelque chose de subtil, c'est-à-dire qui est au-dessous du titre, qui est en dessous Et voilà. Et la poésie, à mon avis, fait bien cela parce qu'on peut dire les choses sans vraiment les expliciter, mais garder le mystère de l'œuvre. Et le mystère fait que, ça accroche. Il faut garder du mystère dans les œuvres. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le trouble que provoque la jonction entre la représentation et l'abstraction. On Oui, retrouve oui. tout à fait dans... C'est ça. Voilà. dans Non, mais c'est vrai. C'est un bon. Il faut pas tout dire. Il faut pas tout dire. Il faut juste dire. Il faut juste Suggéré. montrer le chemin. Et le spectateur ou le lecteur, il va combler son chemin. Comment? En apportant sa propre sensibilité. C'est ça. Alors, je vous propose de nous lire un de vos poèmes, Oui, alors bon, votre choix, qui est un extrait de ce recueil, Le monde d'en face. Voilà. Bon, ce sont ce qu'on appelle des petits haïkus. Par exemple, quand je parle du monde d'en face, j'avais écrit ce poème. De très loin visibles, les hauts palmiers, où habitent quantité de merles loquaces, disent des endroits particuliers, peut-être. Voilà. Ou alors, des choses sur la branche, j'ai vu le nuage d'un peu plus près.
et l'herbe s'animait. L'herbe que je ne foulais plus. Ça, c'est pour expliquer que quand j'étais petit, je montais dans les arbres, Ouais. et c'est vrai que d'en haut de l'arbre, on voit les choses. Donc, en fait, ce sont des poèmes qui font référence à des sensations que j'ai eues quand j'étais jeune, mais voilà, plus loin, l'espace jaune où se recoupent les mouvements de l'ombre. Et ici, sous ma main, la fleur aperçue. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Vous continuez à écrire? Alors, j'ai écrit, mais pas vraiment de la poésie, on va dire que c'est de la prose poétique, en fait. Oui. Parce que j'écris beaucoup dans ce recueil, voilà, il y a poèmes écrits sur la peinture, j'écris aussi sur ma pratique, j'essaie de m'expliquer à moi-même les choses qui se font. Et donc il y a cette prose poétique, et puis il y a de l'écriture un peu plus analytique, puisque je fais un peu de recherche, et donc oui, ça m'a valu de pouvoir écrire dans des revues de recherche en esthétique, où là, pour le coup, j'analyse vraiment les processus de création, les enjeux qui existent dans les processus de création à partir de ma propre pratique. On attend la fin de votre thèse alors. Ah ben oui. Oui. Cette émission s'achève. Alain, un mot pour conclure. Un mot, mais c'est celui que je répète toujours, il faut créer. Il faut créer pour ne pas mourir, il faut créer pour exister, parce que c'est ce qui donne le sel de l'existence, c'est la création. Parfait, merci beaucoup. Mais, merci beaucoup. Merci Alain, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste et ses œuvres. À bientôt.